Bien, messieurs, dames, rebonjour. Donc, je reprends la suite et on va rattaquer cet après-midi. Ce matin, nous avons fait le tour des enjeux qui concernaient le numérique et les collectivités territoriales. Vous avez pu juger à la richesse des débats et des deux tables rondes qui se sont succédées ce matin de la grande variété des problématiques qui se posent aux collectivités territoriales en matière de numérique, et les problèmes qui se posent dans de nombreux domaines. Donc cet après-midi, alors je suis désolé, on va pas forcément faire baisser la tension anxiogène qui a été évoquée ce matin. On va commencer à parler des risques qui sont liés au numérique et à l'activité informatique en général. Alors, pour cette table ronde, je suis entouré, donc à ma gauche, de Fabrice Cranier, qui est major de gendarmerie, qui n'est pas d'ici, puisqu'il travaille à la section d'appui judiciaire de la région de gendarmerie de Toulouse, Midi-Pyrénées. Le major Cranier est un spécialiste NTech, il est ingénieur conception développement en informatique. Il est par ailleurs doctorant en intelligence artificielle à l'université de Toulouse. Et il est à la tête d'une unité dont la raison d'être est de travailler sur les affaires numériques. Donc il a avec lui des analystes criminels, des analystes pour les avoirs criminels, un coordonnateur criminel et un investigateur en vidéo notamment. Et donc il nous parlera de cas concrets. Ensuite, à ma gauche, on a monsieur François Paget, qui est membre fondateur de McAfee Labs, et qui est un grand spécialiste de l'analyse des codes malveillants, qui a consacré une bonne partie de son existence professionnelle, et dès le début, aux prémices de cette activité malveillante et délinquante, au malware et à tous les virus informatiques, et qui est donc secrétaire général adjoint du CLUSIF et qui est membre de la chaire cyberdéfense et cybersécurité de Saint-Cyr, Sogeti, Thales, qui nous parlera, lui, des ransomware, donc de ces fameux logiciels malveillants qui exigent des rançons pour rendre certains services. Et puis enfin, donc à ma droite, monsieur Hervé Troalic, qui est expert SSI et qui travaille donc actuellement chez Sodifrance. Il a été expert SSI d'abord pour la DGA, ensuite il a eu une carrière qu'il a consacrée en partie à des tests de pénétration, ce qu'on appelle des pentesters aujourd'hui, et qui a travaillé chez Orange comme conseil sécurité, et qui est actuellement donc directeur de l'activité conseil et sécurité et RSSI de Sodifrance. Vous nous direz peut-être quelques mots sur Sodifrance, de quoi il s'agit. Voilà. Donc on va attaquer cette table ronde. Alors je vais d'abord laisser la parole au major Cranier, qui va nous parler, c'est arrivé près de chez vous, donc des exemples très concrets d'attaques récentes de piratage des données qui ont concerné des collectivités territoriales. Major, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici. Je vais vous parler, non pas de la Bretagne, mais je pense que nous avons au moins des sujets communs, qui sont la protection donc des municipalités et des collectivités territoriales. Mon travail, depuis 20 ans, c'est la cybercriminalité. En fait, la problématique de l'informatique liée au cyberespace, de par les usages que peuvent en faire les citoyens, mais également les cyberdélinquants, ce qui nous pose bien souvent des problèmes. Le cyberdélinquant, eh bien, c'est quelqu'un qui va s'affranchir de toutes les règles de droit et toutes les règles informatiques. Donc tout ce qu'on a vu ce matin, c'était très bien parce qu'effectivement, on a vu qu'au niveau des municipalités, il y a beaucoup de devoirs qui vont être mis en place, beaucoup de règles également apportées à nos municipalités. Par contre, eh bien, la partie adverse qui va en fait occuper cette présentation, eh bien, elle va s'affranchir de toutes ces règles pour récupérer et collecter de l'information que contiennent les mairies. Donc, pour expliciter mon propos, on m'a demandé, dans une première partie, d'essayer de vous faire un petit récapitulatif de la sémantique liée à l'informatique, notamment dans l'informatique cybercriminelle. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu ça. Et après, eh bien, des cas concrets, c'est-à-dire c'est arrivé vraiment près de chez vous, dans nos municipalités, comment on réagit, monsieur le maire, son administration, à des cas de ce type-là. Le premier, c'est le spoofing. Alors le spoofing, c'est rien d'autre, plus et moins, que l'usurpation d'identité électronique. Elle peut se
avoir plusieurs formes. La première, celle que je vais vous présenter là, c'est celle de l'email, en fait, l'usurpation d'email. C'est très simple, d'un point de vue d'un expert. Ben là, il n'y a rien de compliqué à faire, puisqu'étant donné qu'il suffit juste de changer avec un petit script en Python l'URL qui nous intéresse, et on va faire passer le changement directement sur notre réseau. Par contre, eh bien, vous avez tout un système de délinquance qui s'est mis en place pour, eh bien, justement, faciliter toute cette tâche et de donner, en fait, accès à cette cybercriminalité, non pas à des experts informatiques, mais à tout type de personnes. Et c'est là que ça pose un problème. L'email de spoofing, eh bien, vous avez des sites Internet. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez sur l'interface et vous décidez vous-même de l'identité que vous voulez prendre et de l'identité du destinataire. Donc, juste pour vous faire un exemple, donc là, je vous ai mis l'adresse du site, qui est un site en .fr. Je continue un petit peu sur la formation, et je vous ai mis le petit drapeau à côté. On est en Allemagne. C'est pas parce qu'un nom de domaine, en fait, vous dit que vous êtes sur, normalement, un territoire français, que l'application que vous allez utiliser est vraiment sur le territoire. Vous voyez, comme ici, eh bien, nous nous trouvons en Allemagne. Donc, eh bien, mon idée, ça a été d'envoyer un email à l'adresse d'invitation CyberShare, mardi soir, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, tiens, je vais faire en sorte que, finalement, le colloque est annulé. Alors, je me le suis envoyé qu'à moi-même, j'ai pas pris toute la liste de diffusion, j'ai dit, sinon, je vais perdre des personnes en route. C'est pas ce qui m'intéressait, le but du jeu, voilà. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Après, je suis allé voir, donc, dans ma messagerie, et effectivement, j'avais bien ce mail, arrivant, donc, des invitations cybershare.fr, à mon bureau et m'annonçant effectivement que c'était terminé. Donc, cette usurpation est très utilisée. Alors, on va l'utiliser... On peut également la masquer. Les techniciens vont me dire « Oui, mais vous êtes bien rigolo. » Mais l'adresse IP, on peut la récupérer, effectivement. Les Allemands, ce sont nos amis, donc normalement, ils vont nous communiquer les informations. Mais si on va s'anonymiser avec des outils qui sont libres de droit, effectivement, puisqu'ils sont là pour, protéger nos données personnelles, l'adresse IP qu'on va collecter, de toute façon, elle sera totalement fausse. À savoir, pour les utilisateurs des nœuds Tor, lorsque vous opérez vous-même ce genre de serveur, vous êtes même en capacité de décider du pays dans lequel vous voulez sortir, dans celui que vous voulez entrer, et d'éviter les 3 nœuds successifs qui vont vous anonymiser sur les pays qui pourraient être coopératifs. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on a tous les outils pour s'anonymiser. Donc on va les retrouver où ? Dans les menaces et des informations. À quel moment j'ai pu voir ça dans une mairie, ça ? Au début, c'était pas évident, au moment des élections. Au moment des élections, c'est terrible, parce que effectivement, tous les coups sont permis. Et là, pour s'anonymiser, il n'y a pas mieux. Donc, c'est en 2014 que j'ai commencé à m'apercevoir du spoofing d'adresse mail et de son utilisation. Je savais que ça existait déjà depuis très longtemps, l'ayant utilisé moi-même dans le cadre de la cyberinfiltration, c'est tout à fait normal, c'est prévu par la loi. Mais par contre, là, je ne savais pas qu'on pouvait en faire d'autres usages. Bien sûr, les ransomware, lorsque vous avez la connaissance de ces outils-là, rien ne vous empêche d'y ajouter des pièces jointes. Et là, on va retrouver, c'est mon... je vais laisser quand même la description du ransomware à M. Paget, mais vous pouvez vous faire passer pour n'importe quelle société en disant, voilà, vous avez un nouveau driver, veuillez cliquer, et ça clique. Et là, malheureusement, on aura la rançon qui sera derrière. Mais derrière tout ça, vous avez également les prises de contrôle d'accès, vous avez tous les botnets, tous les malwares vont pouvoir également rentrer par ce système, parce qu'on a une croyance forte dans cette fameuse adresse qui vient de nous inviter. On est persuadé qu'effectivement, c'est celle avec laquelle on a l'habitude de travailler. L'autre élément du spoofing, qui est beaucoup plus technique, donc c'est celui de l'usurpation d'adresse IP, celui du protocole ARP, malheureusement, qui a une faille depuis des décennies, qui n'a toujours pas été corrigée. Il y a des outils pour pouvoir le mettre en plus, ce qu'on appelle du pansement. On fait beaucoup de pansements, parce que ça n'a pas été prévu à l'origine, donc on va être obligé de repenser les choses. Donc là, ici, on va pouvoir, par exemple, saturer un de vos nœuds techniques, c'est ce qu'on appelle un switch, et puis là, on va, par exemple, vous paralyser, vous n'allez plus recevoir les informations que vous auriez dû. Donc là, on est localement, mais ça peut se faire également à distance, puisqu'on est capable de pirater des nœuds un petit peu plus haut sur l'Internet. Vous avez également la fameuse attaque de man in the middle, c'est-à-dire l'homme du milieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans votre municipalité, vous offrez la possibilité à toute personne d'aller dans votre réseau, le réseau open bar, on en parlera tout à l'heure,
eh bien celui-ci va pouvoir faire tous les usages que vous faites vous traditionnellement dans votre réseau, puisque de toute façon vous l'avez invité. Et l'homme du milieu, il a cette particularité de prendre en compte toutes les trames de votre réseau et de se faire passer pour la passerelle. Donc, il va collecter toutes les informations qui vont être distribuées sur votre réseau. Donc, je vous ai parlé de la saturation des tables, les attaques en déni de service, et tout ça, on va le retrouver maintenant dans nos microcontrôleurs. On en a déjà retrouvé 2 dans des armoires de brassage, où là, ce sont des ordinateurs. Ici, vous avez une interface Linux qui va travailler directement sur votre réseau et collecter des informations. Et ça, c'est de plus en plus dur à découvrir parce que, bon, je vais un petit peu en avance de phase, qui, au niveau des municipalités, a un service DSI, a une personne qui vient de manière périodique vérifier les armoires de brassage ou l'installation informatique de la mairie. Très peu, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. On a le farming également. Ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que à partir de, on va jouer sur une vulnérabilité du protocole DNS et pour l'usager, c'est complètement transparent. J'essaye de vulgariser le tout, excusez-moi les techniciens. Vous allez des fois bondir. L'idée, c'est vous voulez accéder à votre site internet préféré, celui de votre mairie. Un ordinateur, lui, ne parle pas avec du vocabulaire français, avec des mots et des lettres, il va parler avec des chiffres, ce qu'on appelle la fameuse adresse IP. Donc, pour attaquer le serveur, c'est-à-dire accéder au serveur de la mairie, j'ai une adresse IP. Et ça, cette résolution, ça s'appelle donc la translation d'une URL vers une adresse IP, ce sont soit votre routeur qui peut l'avoir en cache, soit les serveurs DNS, puisque ça, c'est vraiment leur travail, de pouvoir justement faire se translater pour que vous permettre d'atteindre le site web de la mairie. Qu'est-ce que vont faire nos cyberattaquants? Ils peuvent attaquer effectivement directement le serveur de nom. Ça, vous l'avez eu dans les informations il n'y a pas très longtemps. DNS, voilà, on est en plein dedans. Et quand on appuie ce serveur de nom, tous les sites auxquels ils sont rattachés, on ne peut plus y avoir accès. Il y a également des possibilités d'attaquer les routeurs locaux. Oui, effectivement, ils sont fabriqués et les spécifications ont déjà été communiquées. Et notamment, pour la plupart, ils ont des mots de passe. Et les mots de passe, on s'aperçoit qu'ils sont toujours admin dans certains endroits, notamment dans les municipalités. Ça n'a pas été changé. Donc, on peut encore prendre le contrôle de cet élément ou alors compromettre directement le citoyen. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Lorsqu'il va taper son URL, au lieu d'être l'adresse IP de la mairie, ça va être une adresse IP de la zone de notre cyberhacker et qui va permettre de télécharger, de faire des attaques de phishing, de la corruption de mise à jour, des redirections vers des sites malveillants pour justement vous induire en erreur. Donc tout ça peut se faire très facilement à l'heure actuelle avec de tout petits objets et c'est réellement multiplié. L'une des grosses attaques qu'on a eues en 2015, ça a été le défaçage. Je pense que tout le monde est au courant de ce qu'est le défaçage, il n'y a aucun problème. On a eu ça donc avec toutes ces attaques liées aux attentats. Donc on a eu cette page qui est arrivée. Personnellement, donc en Midi-Pyrénées, j'ai eu à connaître 25 municipalités et collectivités territoriales qui ont été impactées. Certaines hébergeaient, d'autres, c'était un hébergeur qui faisait le travail. Toujours est-il, c'est que derrière, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis posé 3 questions, parce que qu'est-ce que l'opérateur, ça n'a pas été compliqué. À partir du moment où on a remis à jour, il a enlevé la fameuse page. Est-ce qu'on doit s'en arrêter là? Et là, on va parler un petit peu de la cybersécurité et également du rétex qu'il va falloir faire quand on a une attaque. Quelle était la faille de sécurité? Au bout de 15 jours, on savait. C'était juste un plugin de SPIP qui avait eu effectivement une faille de sécurité qu'il fallait corriger. L'ANSSI, notamment, avait tout de suite déployé un petit livret sur les bonnes pratiques de votre site Internet en cas de cyberattaque. Donc ça, normalement, ça aurait dû être corrigé très rapidement. Mais là, j'ai dit, tiens, on va regarder quand même un petit peu plus loin, la cyberattaque. La cyberattaque, quel était son objectif autre que celle-ci? De faire du défaçage. Et je me suis aperçu que finalement, l'attaque, c'était une injection SQL, et dans cette injection SQL, on avait accès à la base de données du site.
La base de données du site, eh bien, qu'est-ce qu'elle contenait? Oh, rien plus et de moins que l'ensemble des administrés, avec leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur date de naissance, et puis donc des renseignements complémentaires qui étaient liés à tout ça. Donc, en regardant un petit peu plus loin, eh bien, 9 cas, en fait, il y avait eu 9 comptes administrateurs qui avaient été créés dans la base de données, et ils étaient présents depuis le mois de septembre 2014. Donc ceux-là n'ont pas fait du défaçage. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour faire de la collecte d'informations à ce niveau-là. Et ça n'avait certainement, c'était passé à l'as de tout le monde, de toute la correction informatique qui avait été faite, parce qu'on ne s'était pas attaché justement à l'explication de la typologie d'attaque. On a vu l'attaque, on a corrigé l'attaque, et puis après, c'est bon, on n'est plus attaqué. Bon, j'ai continué parce que je suis assez persévérant. Un gendarme, ça a ce défaut-là, ou cette qualité, ça dépend. Ah, donc, continuant sur cette faille de sécurité, j'ai dit c'est bizarre, mais je dois bien avoir un fichier quand même. C'est un petit peu bizarre qu'on n'aille pas jusque-là. Donc, j'ai eu une municipalité qui a accepté que j'audite l'ensemble de sa structure. Et là, eh bien, je me suis aperçu que dans le plugin, j'avais effectivement mon fichier. Et comme j'étais dans le train pour aller au FIC, il m'a fallu 3 jours de réaction pour appeler la municipalité qui m'a rappelé avant. Il m'a dit, voilà, monsieur Cranier, j'ai un petit problème, on est encore défacé. Je dis, oui, effectivement, je sais, je suis vraiment désolé. Je viens de découvrir le script qui vous avait attaqué. Vous avez effectivement fait les corrections, la faille de sécurité a été corrigée, mais à partir du moment où le script était dedans, il n'y avait plus besoin. Il suffisait juste de taper l'URL pour accéder à ce shell-là. Et là, ici, eh bien, j'ai tout. Les outils de commande pour auditer votre réseau, pour avoir une console, pour commencer à travailler directement sur votre système, pour aller dans les bases de données avec un serveur SQL, mais également pour faire des attaques en brute force. Et puis, j'aime bien, c'est le petit dernier là, le self-remove. Au cas où je me ferais attraper, je peux m'autodétruire. Moi, je trouve ça très très bien quand même. Le script était bien pensé. Donc j'appelle l'administrateur du site qui me dit, voilà, l'hébergeur c'est un tel, ok, je rappelle l'hébergeur, et je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez m'enlever ce fichier-là? À mon avis, il est ennuyeux dans votre... Et là, la réponse, au bout de quelques minutes, ben oui, et puis la recherche que vous nous avez demandé nous a montré qu'il avait été répliqué 10 fois aussi, dans 10 autres sites de mairie. Donc, eh bien, on voit que l'attaque en hébergement a été une attaque en cascade, et après, les défaçages se faisaient les uns après les autres. Mais ce script-là, il n'a pas été mis par les défaceurs. Non, il a été mis en place par justement ceux qui récoltent de l'information. Le défaçage, lui, il a juste changé la page index de votre site. Donc on voit qu'il faut quand même creuser un petit peu l'affaire à chaque fois lorsque vous avez ce genre d'attaque, parce que malheureusement, cette faille, pour tout bon hacker, eh bien, il va rester en mode silencieux. Lui, il va rester longtemps dans le système. Celui qui a fait du défaçage, il a voulu se montrer, c'est terminé. Il va faire du one-shot. Alors que ceux-là, eh bien, tant qu'on ne l'a pas découvert, eh bien, ils vont continuer, malheureusement, à collecter de l'information. Donc, ma question a été très simple. C'était la municipalité possède-t-elle donc des données numériques à caractère personnel pouvant susciter l'intérêt? On l'a vu ce matin. Je pense que oui. Et en matière d'obligations, il y en a quand même pas mal. On a vu donc tout ce qui était au niveau état civil, le recensement, l'organisation des élections, l'enseignement. Et oui, vous avez les listes d'établissements scolaires. Vous avez également, pour certaines municipalités, on a même des trombinoscopes. Je vous reparlerai pourquoi tout ça après. L'entretien, donc, et la protection. Oui, le cadastre, les permis de construire, l'enlèvement des ordures, et ainsi de suite. Je ne vous parle pas de l'aide sociale. L'aide sociale, c'est un vecteur auquel il va falloir faire très attention. Ce sont des personnes particulièrement vulnérables. Et en plus, avec ce genre d'outils, eh bien, ils vont être en capacité de pouvoir se faire passer pour n'importe qui. Donc là, il va falloir être très vigilant à ce moment-là. Puis tous les services facultatifs. Et oui, effectivement, les crèches, le gardiennage, la restauration, tant de mines d'informations pour ces gens-là. Donc, à un moment donné, il m'a fallu poser des questions à la municipalité. Donc, la personne qui m'accompagnait étant la secrétaire générale, j'ai commencé donc à lui poser quelques questions. Je vais vous les remettre tout à l'heure, les questions. Et puis, donc, au final, j'ai eu monsieur le maire, qui s'est quand même inquiété, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que le temps était quand même assez pressant, et je lui expliquais donc cette problématique et l'ensemble des données. Et là, eh bien, il s'est aperçu également qu'il y avait des problématiques d'ordre confidentiel sur ces données, notamment qu'il avait tous les documents municipaux qu'il avait.
L'ensemble, alors on parle de base de données, de sécurisation et tout ça, mais il faut revenir sur le côté pragmatique des gens. Hein. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va prendre la liste, il va faire une extraction de la base de données, on va la retrouver comment? En fichier Excel, en fichier Word, parce qu'il faut la retraiter. Et ça, est-ce que ça a été sécurisé? Ben non, ben, c'est directement sur le disque dur. La signature électronique du maire aussi, on avait récupéré. Hein, le cachet numérisé. Donc, tout ça, juste pour vous rappeler, donc on vous l'a dit ce matin, qu'il y a quand même, je suis vraiment désolé pour cette présentation, mais la présentation PowerPoint, j'ai pas le même modèle à ce niveau-là, il n'a pas les mêmes cases. Mais vous avez quand même des devoirs importants, comme je vous ai dit, notamment sur ces données personnelles. Ah, il faudra, donc on a parlé tout à l'heure de 2 ans d'emprisonnement et 450 000 € d'amende. Vous avez également des amendes liées à la protection des données personnelles. Donc, pour en revenir... voilà, à ce niveau-là. Je finis mon propos sur la terminologie. Ah, le phreaking. Donc, le phreaking, c'est eh bien l'usurpation de notre PABX au niveau téléphonique et ce qui va nous produire une surfacturation de téléphone. Les municipalités ont été impacté pour certaines, d'autres entreprises également. Vous en avez eu 2 récemment. Donc, une dans les Deux-Sèvres avec 43 000 € de préjudice et une autre, donc en mai, il y a très peu de temps, on en a parlé ce matin, à Saint-Malo avec 80 000 € de préjudice. Ah, ça commence à parler un petit peu, malheureusement, parce qu'on voit que les impacts sont quand même importants. La problématique, on a parlé tout à l'heure du mot de passe, eh bien, elle est encore liée à cela, pour ceux-là. Les mots de passe qui ne sont pas protégés ou les mots de passe qui sont facilement déductibles, eh bien, tous ces produits-là, ces PABX que vous voyez, ce ne sont que des ordinateurs. À partir de ce moment-là, ils ont les mêmes faiblesses que tous les autres. Donc, on va pouvoir les compromettre de la même manière. J'ai dû oublier un slide, je suis vraiment désolé. Ah, bah si, il est passé trop vite. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Parce que vraiment désolé, dans ma municipalité, eh bien, à un moment donné, justement, il a fallu poser des questions. Des questions qui ont fâché un petit moment. Ah. Donc, la première question, c'était, est-ce qu'il y a un administrateur? La réponse, ça a été non. Ah, les coûts étant... depuis quelle date, en fait, personne n'avait revisité le système d'information. Depuis que ça a été installé, il y a 3 ans. Personne n'est venu. Non, personne n'est venu jusqu'ici. Votre mot de passe de votre routeur, pour y avoir accès, vous pouvez me le communiquer? Ah, mais non, je ne le connais pas. Ah, bon, c'est un peu ennuyeux. Donc, je lui dis, c'est pas grave, on va faire admin. Vous imaginez bien que je suis rentré très rapidement dedans. Ah, donc, ça m'a permis d'avoir accès au Wi-Fi et accès à l'ensemble du dispositif. Vous allez rire, là encore, mais il faut être pragmatique. Petite mairie de 6 000 habitants. Donc, on est dans un seul bâtiment sur 2 étages. On a un open space au niveau du secrétariat, un petit accueil. La partie réseau informatique, elle est sous l'escalier, donc sans porte. Donc comme ça, on voit directement le réseau et on a accès au fil. On monte à l'étage et on a les salles associatives qui sont effectivement connectées au réseau local. Donc après, je lui ai demandé, mais toutes vos machines, vous partagez vos données? Ah oui, on a une machine avec un gros répertoire partagé, et puis l'ensemble du secrétariat mairie y a accès. Bon, j'ai dit juste que là, ça va. Ah, j'ai dit, on va monter un petit peu à l'étage pour voir l'association. Ah, et il y avait 5 salles avec une belle prise RJ45. Et puis là, on était sur le même réseau. Hein. Donc, on avait accès à tous les documents de la municipalité. Et bon, il y avait un Wi-Fi. J'ai dit quand même, c'est bien parce qu'au moins, vous avez une bonne clé de sécurité. C'est très bien. La confidentialité sur la clé de sécurité, elle est où? Il n'y a que les personnes de la mairie et tous ceux qui la demandent. Parce que on est dans un milieu associatif, donc on peut la communiquer. Et le Wi-Fi, il n'est pas cloisonné non plus. Hein. Il est open bar sur l'ensemble des données. Donc on a accès à l'ensemble du répertoire où il y a tous les documents. Donc ce qui fait que depuis le café d'à côté, j'avais accès à 10 gigas de données. 10 gigas de données sur l'ensemble de la mairie, mais également sur les cantines, sur la partie des écoles. Et quand on travaille dans
dans mon activité depuis assez longtemps, ça fait 20 ans que je suis en cybercriminalité, eh bien, j'ai pu voir des actions un peu particulières. Vous allez sur le dark web, et si, par exemple, on s'occupe de la partie pédopornographie, eh bien, les recherches de ces gens-là, ce sont les listes d'enfants d'école, qui sont dans les écoles. Ils sont très heureux d'obtenir également des trombinoscopes. Parce que ils vont acheter. Alors, vous avez deux types de personnes. Il y a ceux qui montent la structure pour vendre ces informations, parce que ça se vend sur Internet. Il n'y a rien qui ne se vend pas. Donc ça, ces informations sont un peu plus coûteuses que normal, puis elles s'adressent à un public particulier. Mais quand il y a des photos, je peux vous assurer, ça attire beaucoup. Donc, quand je parle de sensibilité de la donnée, elle est réelle, parce qu'elle impacte le vivant à ce niveau-là. On revient sur des gens qui ont cette appétence particulière pour aller chercher du renseignement et sont capables de le payer. Donc, eh bien, je continue. Les salles associatives connectées, la traçabilité. Bon, je dis c'est peut-être tout bête ce que je vous pose comme question, mais bon, vous me demandez, de faire une enquête. Est-ce que vous avez des éléments ? Là, la réponse est non, malheureusement. Donc, je partais de rien. L'audit devait être complet. Je vous passe l'étape que le mot de passe ne comptait pas. Et puis, la question à la fin qui tue, c'est avez-vous des informations sensibles ? Eh bien, la réponse a été non, bien sûr. Nous, on n'a aucune information sensible. Tous les comptes sont publiés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne chez nous ? Bon, OK. On part de ce postulat-là. Et là, eh bien, ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est la réponse de Monsieur le maire, parce que je le voyais quand même un petit peu pâlir, parce que bon, les données, ils avaient bien senti qu'elles étaient sensibles. Mais c'est surtout au moment, quand il me dit, mais la salle qui est en bas, là, elle est connectée aussi, et on l'offre aux parties adverses. Et ils ont accès à l'ensemble de nos données ? Je dis oui, comme tout le monde, puisqu'étant donné que toutes les données de votre commune eh bien, sont publiques maintenant. Donc l'ensemble des associations ont également accès, et comme le parti adverse que vous hébergez dans la municipalité. Là, la réaction. Donc il faut trouver le bon fil à un moment donné qui va permettre aux dirigeants de vouloir changer son comportement. C'est pas simple parce que l'accompagnement, il n'est pas là. Donc là, effectivement, ce que vous avez exposé ce matin, eh bien, je le vis réellement avec les élus et avec les collectivités territoriales. C'est pas toujours simple. Donc on essaie de faire prendre conscience et de voir eh bien, comment ça peut se faire. Et je finissais donc mon propos, simplement, puisque étant chercheur sur l'intelligence artificielle, mon domaine d'activité, c'est la Smart City. Donc là, eh bien, j'aimerais bien qu'un jour, donc, cette ville intelligente rime avec également ville vigilante, parce que les deux vont de pair. Si vous regardez la pyramide de Maslow, eh bien, après la résolution des besoins, eh bien, vous avez besoin de sécurité. Mais pas dans un concept sécuritaire, dans un besoin de bien-être. La sécurité est de manière intrinsèque à votre bonheur. Donc voilà. Merci. Je vais finir à ce niveau-là. Merci, Major.